c'est parti. Elle tourne la caméra? C'est parti, Guillaume, vas-y. Bon, parfait. Alors, l'idée est, encore une fois d'accueillir, les personnes du Gabor. Donc nous avons normalement 2 administrateurs du Gabor, Olivier Chaloche et Claude-Ève Spache. Alors, le problème, c'est que je ne les vois pas dans les noms. Alors, Laurence Afoc, Olivier Chaloche. ah très bien, Il est toujours parfait. sous couvert d'anonymat, il assume pas du tout sa personnalité. Eh ben bravo, je le félicite. Et donc, l'idée évidemment de cette soirée, c'est de poser des éléments quand même importants sur la transition du modèle agricole, sur, à la fois les enjeux de cette transition au niveau de l'agriculture, au niveau du foncier, mais aussi au niveau de l'alimentation. Et nous aurons l'occasion certainement d'évoquer la loi Egalim qui va être un élément très important, et au niveau de la région, bien sûr, on a les lycées qui sont un vecteur important sur cette transition agricole. Et je ne vais pas plus loin pour le moment. Je vous en prie, je laisse la parole à nos amis du Gabor qui vont, évidemment nous, faire monter en compétences. Je vous en prie. Alors, du coup, je pense que c'est à moi de prendre la parole. Moi, j'avais compris, juste pour reformuler la commande initiale et voir si on est dans les clous, sinon on réoriente, évidemment. Mais la demande, c'était surtout de vous faire monter en compétence sur ce que c'est que l'agriculture biologique, de la mettre au regard des différents autres systèmes qui sont mis en avant par d'autres acteurs comme les chambres d'agriculture, et d'aborder ensuite effectivement la loi Egalim et puis le lien avec l'alimentation, les lycées et plus encore l'assiette du citoyen. Est-ce qu'on est dans les clous si on aborde les choses comme ça, ou sinon C'est parfait, autrement? Mais c'est ok. parfait. Donc, je ne sais pas si Claude-Ève a rejoint la visio. En tout cas, Olivier est là. Oui, je suis là. Ah, bonjour Claude-Ève. Toujours se faire désirer, ça c'est ton secret. Donc, Olivier et Claude-Ève sont des administrateurs du Gabor. Alors, juste en préalable, peut-être Claude-Ève, ce serait bien que tu expliques à nos auditeurs ce que c'est que le Gabor, un petit peu son historique et puis son projet politique, avant qu'on on engage la discussion sur la bio. Attends, Tu fais bien? d'accord. C'est bon, j'ai mon micro d'hiver. Je sais pas, je peux mettre la On vidéo t'entend là. bien. Ouais, Ouais. ça va. D'accord, ok. Allez, ma belle. Donc bonjour. Donc On est 30, hein. On est 30, Claudette. On n'est pas que nous deux. Mince alors. Donc bonjour, je suis donc Claude-Ève Spack. Je suis maraîchère bio à la retraite depuis enfin, je suis pas à la retraite depuis 30 ans, mais j'ai été maraîchère bio pendant 30 ans. Et donc, j'ai été à l'initiative de tout ce qui peut mettre en valeur la bio, donc déjà du groupement des agriculteurs bio du Loiret, du groupement régional des agriculteurs bio, de Biocentre, de la première AMAP en région centre. Voilà, j'ai une petite liste. Et donc, c'est vrai qu'on a... Voilà, au fur et à mesure des années, le groupement des agriculteurs bio s'est donné un objectif, s'est donné des moyens pour essayer d'atteindre cet objectif. Et donc, c'est vraiment tout ce qui concerne le développement de l'agriculture biologique, mais d'une manière très humaine, d'une manière très équitable et d'une manière très sociale aussi, voilà. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est évidemment le sol, l'air, enfin les biens communs, comme on dit, le sol, l'air et l'eau, mais c'est aussi les relations humaines, c'est aussi la sociabilité entre nous, avec les salariés, avec les associés, avec nos animateurs et animatrices super choix. Voilà le projet voilà le projet du Gabor qui petit à petit s'est mis en place, parce que c'est vrai que dans les années 80, quand le Gabor a commencé à émerger, c'était déjà vraiment se connaître. On n'était pas très nombreux, on était une dizaine, mais apprendre à se connaître, apprendre à connaître nos exploitations. Donc, on a plus travaillé sur des formations personnelles, on va dire. Et donc, maintenant, le Gabor s'est
bien développé. Il y a quand même beaucoup d'agriculteurs bio qui se sont installés et qui sont adhérents au Gabor. Et c'est vrai que ça nous a permis aussi de nous poser, de réfléchir à ce projet beaucoup plus ambitieux que ce qu'on avait au départ. Donc, et puis, il faut savoir aussi que le Gabor fait partie donc, du groupe de Biocentre, donc, comme je disais, et puis après de la fédération au niveau national. Je vais expliquer tout ça. Ouais, voilà. Merci, Claudel. Autrement, je ne sais pas, tu as dit, Sophie, combien il y avait d'adhérents? Je vais y venir tout à l'heure. Dans le déroulé, je vais y venir tout à l'heure. Là, c'était surtout pour que tu cadres un petit peu ce que c'est que le Gabor. Olivier, est-ce que toi, tu veux rajouter un mot pour nos auditeurs avant que je commence la présentation? Oui, je peux rajouter un mot. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est OK. Parce que je vais juste rapidement me présenter. Moi, je suis donc Olivier Chaloche, producteur de céréales bio à l'est du département, au sud de Montargis. Donc, cette aventure que Claudette vient un peu de vous raconter, je l'ai partagée avec elle, puisque alors, moi, je ne suis pas le pionnier, parce que tu ne l'as peut-être pas précisé, le Gabor a été créé en 1987. Moi, j'ai dû arriver en 92-93, quand j'ai démarré ma conversion sur la ferme, quand je l'ai repris, donc une ferme familiale. Et puis, voilà, ce que je rajouterais aussi, c'est que on fait vraiment partie d'un réseau, sachant que le Gabor, effectivement, moi, j'ai toujours pour l'habitude de dire que c'est une fusée à 3 étages. Le premier étage étant le département où on est vraiment sur le territoire et on travaille avec les adhérents et avec ce projet commun qu'on a que tu as très bien décrit, Claudève, hein, donc une bio solidaire, une bio qui évidemment, où son ADN, c'est l'environnement et c'est de protéger l'environnement, l'air, le sol et l'eau, etc. Et donc un étage régional avec Biocentre et surtout l'étage national. Je dis surtout parce qu'aujourd'hui, j'étais en conseil d'administration à la FNAB où on traite de tous les sujets qui nous concernent, nos producteurs bio, et donc de développer ce projet, je dirais plus qu'agricole, projet sociétal en fait, hein, puisque on intègre vraiment l'agriculture. Effectivement, c'est notre cœur de métier, mais notre idée, c'est vraiment avec notre métier d'influer sur, comment dirais-je, de la façon dont on agit par rapport à l'agriculture, d'avoir des effets bénéfiques sur l'environnement, quoi. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on y reviendra aujourd'hui, et j'en terminerai avec ça. Tout le monde veut copier la bio, hein, tout le monde, ce qui est d'ailleurs un grand honneur pour nous d'ailleurs, hein, mais tout le monde veut ressembler à la bio, mais comme on dit, il faut préférer l'original à la copie, hein. On en parlera tout à l'heure, hein. Il y a des labels sans pesticides aujourd'hui, il y a des labels bas carbone, il y a des labels, voilà, on en parlera tout à l'heure, mais je pense que le mérite de l'agriculture bio, c'est qu'elle a démarré il y a 40 ans et comment dirais-je, tous les anciens, enfin ce qu'on appelle les militants de la première heure, avaient vraiment analysé là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer sur cette agriculture qui est consommatrice d'environnement. Voilà, je repréciserai les choses tout à l'heure. Merci de m'avoir écouté. Merci Olivier. Mes administrateurs sont parfaits. On n'a rien préparé du tout et en fait, ils ont parfaitement annoncé le plan de la présentation. Est-ce qu'on peut dérouler le diaporama? Alors, je ne suis pas forcément très familière des diaporamas, j'aime pas trop ça, mais je me suis pliée à l'exercice pour que ce soit lisible pour chacun. Merci. L'idée, c'est que ça ne soit pas une présentation magistrale, mais voilà, que vous puissiez tous interagir parce que voilà, les 30 personnes ne se sont pas présentées et on sait bien pourquoi, mais n'hésitez surtout pas à interagir soit au micro, soit dans le chat. On s'efforcera de répondre à vos questions, puisque le but, si c'est de vous monter en compétences, c'est qu'on réponde vraiment à vos questions. Voilà, donc j'ai intitulé la présentation « L'agriculture biologique dans le Loiret, des enjeux planétaires aux préoccupations locales » parce qu'on est vraiment là-dedans. Ce projet politique que vous ont présenté Olivier et Claudève, il est ancré dans le territoire loiretain, mais il répond vraiment à des préoccupations planétaires en termes d'environnement, de climat et de société, ainsi qu'en termes économiques.
Guillaume récolte les questions, donc c'est parfait. Merci Guillaume. Merci. Alors, on va déjà bien définir ce que c'est que l'agriculture biologique, parce qu'effectivement, comme le disait très bien Olivier, on est beaucoup copié, mais jamais égalé, il ne faut pas se le cacher. L'agriculture biologique, c'est un mode de gestion agricole qu'on dit holistique, donc qui est systémique de la production agricole. Il aborde vraiment la production dans ses grandes largeurs. Et en fait, lui-même copie son fonctionnement sur l'écosystème naturel. Donc, il va considérer que toutes les composantes de son système sont liées. C'est-à-dire qu'on ne met pas en silo les cultures, l'élevage, l'environnement et l'humain. Tout ça sont des composantes qui interagissent entre elles. Et pour qu'une ferme bio vive et vive bien, il faut que toutes ces composantes-là soient en équilibre et soient respectées. Et ça, vous verrez par la suite ce que ça engendre au niveau technique. Alors non, ce n'est pas de la permaculture, parce que je vois les petites questions qui s'affichent en bas de mon écran. C'est très bien que ça interagisse comme ça. La permaculture, en fait, elle n'a pas de définition ni scientifique ni agronomique. On voit bien ce que c'est sur le mode permanent, culture. On voit bien ce que c'est dans son jardin aussi, dans son potager personnel. Cela dit, en fait, c'est des techniques agronomiques qui s'inspirent de la bio, évidemment, puisqu'il faut que tout soit en équilibre, il faut un respect de la matière organique, etc., de la vie du sol. Mais ce n'est pas un modèle qui est défini agronomiquement. Et on sait aussi que les gens qui sont installés en agriculture, notamment en maraîchage diversifié, et qui s'inspirent des conseils permacoles qu'on peut trouver de ci, de là sur Internet, ils ont des projets qui ne sont pas très viables. Donc nous, on essaye de cadrer un peu ça, parce qu'au niveau agronomique, on peut faire de grosses erreurs. Mais l'agriculture biologique, ce n'est pas de la permaculture. L'agriculture biologique fonctionne sur les principes de l'écologie au sens strict. On oublie souvent que l'écologie, c'est une science, c'est la science des interactions des êtres vivants avec leur milieu. C'est vraiment ce sur quoi se base l'agriculture biologique. Donc, ce qui nécessite beaucoup d'observation, beaucoup d'attention aux agriculteurs pour réagir au moment opportun. Et ces agriculteurs et cette agriculture sont en constante démarche de progrès. Ce n'est pas l'agriculture alors de nos grands-parents, on ne peut même pas dire ça, parce que nos grands-parents, eux aussi, se cassaient la tête à vouloir progresser. Mais en tout cas, on a affaire à des agriculteurs qui sont novateurs, chacun à son niveau, chacun à son échelle. Et il y a énormément d'échanges. On sert aussi à ça, nous, le réseau bio dont on va parler après, pour faciliter ces échanges d'expériences, parce qu'on est un milieu qui bénéficie de trop peu d'acquisition technique faute de moyens. Et oui, Claudev, à tout le monde, dit que la permaculture est utilisée chez les maraîchers. Effectivement, c'est les principes de la permaculture, mais en tout cas, la permaculture n'est pas définie au niveau ni réglementaire ni agronomique. Alors, c'est rigolo parce que ce diaporama, il a changé totalement de police par rapport à ce que j'avais fait, mais c'est lisible quand même. Ouais. Si ce n'est pas lisible, il faut vraiment me le dire. Alors là, c'est un récapitulatif des finalités et des principes de l'agriculture biologique, dénommé AB. Donc voilà, le premier cadre en bleu là, oui, alors la bio respecte la biodiversité, nidification, les oiseaux, etc. Effectivement, là, on peut en parler tout de suite, puisque l'écosystème naturel est son modèle à cette agriculture. Donc, elle respecte les principes d'interaction naturelle entre les composantes du milieu. Les composantes du milieu, c'est quoi? C'est le sol, c'est l'air, c'est l'eau, et c'est tous les êtres vivants qui la composent. Et pour ça, les agriculteurs utilisent des méthodes agronomiques, biologiques et mécaniques, très rarement des méthodes chimiques, et en tout cas pas chimiques de synthèse, puisque c'est formellement interdit par le règlement dont on va parler après. Donc effectivement, en termes de biodiversité et de nidification des oiseaux, mais aussi de tous les cycles biologiques des êtres vivants, que ce soit des plantes, des insectes, des tas d'invertébrés, etc. Évidemment que non seulement les agriculteurs les respectent par respect, voilà, simplement, mais en plus, c'est un outil de production. C'est moche de dire ça, mais la biodiversité est aussi un outil de production. On l'appelle la biodiversité fonctionnelle. Et plus vous avez de diversité, plus vous avez d'auxiliaires. Les auxiliaires, ce sont qui vont venir vous aider dans vos cultures. Voilà, des prédateurs, de ravageurs, des choses comme ça. Et plus vous allez créer de l'équilibre dans vos parcelles. Donc, ils ont tout intérêt, ces agriculteurs, à respecter la biodiversité.
Et on va revenir un peu sur cette discussion par la suite. Dans ces finalités d'utiliser l'écosystème, de considérer l'écosystème comme un modèle, il y a des objectifs de production. Claudev qui nous dit, alors Claudev, vous allez apprendre à la connaître, c'est à la fois le monde de l'agronomie et de la fantaisie et de la poésie. Donc, elle nous dit que les orties sont très appréciées des coccinelles. L'agriculture biologique a des objectifs de production, bien sûr. Quand on est agriculteur bio, on n'est pas là juste pour protéger la nature, on est là pour produire une alimentation saine de qualité. C'est vraiment l'objet du métier. Et ces objectifs en fait, de production, c'est des objectifs écologiques, économiques et sociaux et humanistes. Donc, c'est vraiment ce qu'Olivier et Claudev vous ont présenté en préambule. Les objectifs écologiques, c'est des objectifs de durabilité environnementale du système global de production. C'est-à-dire que toute intervention doit se faire au moment T et puis à l'avenir dans un souci de respect de l'environnement. Alors, je vois objectif qualitatif, pas forcément quantitatif. Alors, est-ce qu'on peut préciser les objectifs quantitatifs? Est-ce que ça serait un objectif de rendement, par exemple? Ça serait ça? Un objectif quantitatif? Si la personne... Oui, c'est ça. Olivier, tu peux répondre, s'il te plaît? Est-ce que je peux poser une question, s'il te plaît? Mon micro, oui, alors je réagis tout de suite parce qu'en fait, il y a des objectifs qualitatifs et quantitatifs. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on met derrière le mot quantitatif? On n'est peut-être pas sur le même, on n'est pas sur le même modèle conventionnel où on va chercher un maximum. Là, on va chercher l'optimum. Et donc, je pense qu'en filigrane, la question derrière, c'est est-ce que l'agriculture bio est suffisamment productive pour être en capacité de nourrir une population. Et en fait, je ne sais pas si c'était la question, mais en tout cas, moi, ça me fait réagir comme ça. Aujourd'hui, les systèmes agricoles bio sont tout à fait en capacité de produire de la qualité et de la quantité. Et ça, c'est vraiment aussi notre cœur de métier. On a tout un panel de techniciens qui nous accompagnent au quotidien. Claudev pourra vous en parler en maraîchage. Moi, je fais de la grande culture. Juste 2 chiffres en grande culture. Aujourd'hui, un blé conventionnel dans le département, la moyenne du blé bio, pardon, excusez-moi, la moyenne du blé en conventionnel dans le département, c'est autour de 6 tonnes. Et en bio, on est autour de 3 tonnes, 3 tonnes et demie. Mais alors évidemment, là, il y a il y a 2 fois moins de rendement. Mais pour autant, c'est un blé qui va pour l'alimentation humaine. Alors que souvent, le blé qui est produit en région, c'est pour l'alimentation animale. Voilà, j'essaierai de préciser les choses. Mais en tout cas, objectif qualitatif et quantitatif, oui. Pour répondre à la petite question, c'est vrai que tout le monde n'est pas familier des rendements. C'est effectivement à l'hectare ce qui est annoncé. Et en général, on parle, nous, en quintaux par hectare. Et Olivier a traduit en tonnes pour être compris. Merci. J'avais vu une autre question où je me trompe. Ah non, c'est Claudev qui mettait le commentaire sur les rendements conventionnels qui n'augmentent plus depuis 3 ans, on voit même depuis un peu plus de 5 ans une stabilisation des rendements, effectivement, parce que les sols sont épuisés et que les solutions qui sont utilisées arrivent aussi à saturation. Donc effectivement, ces objectifs de production, ils sont écologiques, mais ils sont aussi économiques, c'est-à-dire que c'est aussi le rendement et le prix qui vont faire que les fermes vont être viables. Et que chaque acteur de la filière, du producteur, en passant par les distributeurs, tous les opérateurs, les transformateurs, etc., tire leur épingle du jeu, c'est-à-dire qu'il y a une juste rémunération de chacun et que le travail soit valorisé. Ça aussi, c'est un objectif et quand on accompagne la structuration des filières, on fait aussi très attention à ça. C'est-à-dire qu'on commence par calculer les coûts de production parce que souvent, les agriculteurs minimisent le temps de travail. En général, ils ne payent pas le temps de travail, ils ne se pensent pas. Ça paraît curieux, mais c'est comme ça. Et le but, c'est que si on veut qu'il y ait encore des agriculteurs qui conduisent une agriculture respectueuse, il faut que leur travail soit rémunéré. Donc, on travaille aussi là-dessus. Et les objectifs de production sont aussi sociaux et humanistes. Alors, on me dit que ma connexion Internet est instable. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ça va?
Oui. Ouais, bon, je continue alors. Donc, c'est ce que vous disiez, Claude-Ève, tout à l'heure, hein. Le but de cette agriculture, c'est pas que de produire bien, c'est aussi de maintenir un tissu social grâce à l'activité agricole et grâce à son prolongement, parce qu'on a aussi beaucoup de producteurs, mais pas tous évidemment, qui travaillent en filière courte, qui font de la vente directe ou qui travaillent en circuit court, et en tout cas qui créent du lien, qui communiquent sur leur métier, qui expliquent leur mode de production. Pour expliquer, pour exposer les externalités positives de leur agriculture. Bon, je peux poser une question? Allez-y, oui. Oui, voilà, donc c'est tout à fait intéressant, c'est louable, mais ça correspond vraiment à ce qui devrait être fait à l'avenir, je pense, d'une manière généralisée, mais que représente actuellement la production bio par rapport à la production départementale intensive? Quels sont les objectifs aussi tenables? Est-ce qu'il y a des aides européennes? Est-ce que tout ça ne doit pas s'imbriquer dans une future politique qui permettrait de revaloriser et reconsidérer totalement les bases de l'agriculture classique? Alors, voilà, il y a plusieurs questions dans ce que je propose. J'ai envie de vous les retourner, moi, les questions, parce que effectivement, on va y venir après, mais au niveau du département, on est à peine à 3% de la surface agricole utile en bio, ce qui est extrêmement faible. On est la 10e région sur 13 en matière de surface en bio. Et en région, on est l'avant-dernier département. Le dernier, c'est l'Eure-et-Loire. Ça s'explique par les régions agricoles, hein. Le paysage beauceron a tiré historiquement très fortement son épingle du jeu des PAC successives, ce qui commence à être un petit peu moins vrai, et ce qui explique les vagues de conversion de grandes fermes, de grandes cultures qu'on a ces dernières années, ces 2-3 dernières années. Mais effectivement, les politiques publiques, et on va en reparler après, et c'est aussi pour ça qu'on a accepté de faire cette visio avec vous ce soir, c'est que nécessairement, il faudrait les réorienter dans l'intérêt de chacun, puisque si on reprend les principes, le 3e volet, les principes de santé, d'écologie, d'équité et de précaution qui animent l'agriculture biologique, ce sont autant de principes qui sont fondamentaux pour l'épanouissement des territoires et des citoyens, et simplement leur préservation. Le premier, c'est le principe de santé. On vit depuis un an une crise dont on sait qu'effectivement les déséquilibres environnementaux sont partiellement à l'origine, au moins partiellement. Donc oui, effectivement, les politiques publiques nécessiteraient d'être réorientées, mais on va voir aussi comment nous sommes structurés. On est un tout petit lobby par rapport aux autres lobbies agricoles, et on en appelle, nous, à nos élus locaux pour faire poids, pour indiquer que pour leur territoire, effectivement, c'est cette agriculture et pas une autre qu'il faut soutenir dans l'intérêt de tous. Voilà. Ça correspond bien à notre programme de planification au niveau de la France insoumise, et c'est vrai que c'est là-dessus qu'il faut s'orienter, c'est évident. Mais donc, on a du pain sur la planche, si j'ai bien compris. C'est ça. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, parce que peut-être que j'en manque un. Je peux vous poser une question? Oui. Les derniers reportages que j'ai faits il y a un an, 2 ans maintenant, portaient sur le non-paiement des aides promises via la région notamment, et des aides qui viennent de l'Europe, aux agriculteurs bio. Il y avait des retards de paiement qui étaient considérables, parfois 1 an, 2 ans, 3 ans. On en est où maintenant? Est-ce que ces aides sont finalement arrivées? Alors, déjà, je voudrais poser la question à Olivier avant de partager ce que moi j'en sais. Olivier, est-ce que tu as eu de l'info récente? Oui, l'info récente, c'est qu'effectivement, ça va me permettre de réagir par rapport à ce qui a été dit précédemment. Effectivement, vous savez peut-être pas tous, mais on a un programme qui vient de l'Europe et qui est revisité tous les 7 ans. Et là, on est en train de renégocier la prochaine PAC qui rentrera en vigueur en 2023. Et donc là, on est sur la fin de la programmation de la PAC 2014-2021. Et donc, effectivement, quand cette PAC a été mise en place en 2014, il y avait des aides qui étaient prévues pour la conversion à l'agriculture biologique et des aides qui étaient prévues au maintien. Sauf qu'en fait,
notre ministre d'Agriculture à l'époque, qui était Stéphane Le Foll, a fléché des enveloppes, mais pour des problèmes administratifs, qui ont mis un temps fou avant d'arriver sur les fermes. Et effectivement, ça a mis jusqu'à 3 ans de retard. Aujourd'hui, on va dire qu'on a à peu près, on n'a plus de retard, on arrive à être à peu près calé pour les aides de ce qu'on appelle à la conversion, mais il manque des enveloppes pour les aides, ce qu'on appelle des aides au maintien. Maintenant, c'est plus cette terminologie-là. Et ce que je voulais vous dire, c'est que il y a une revendication de la FNAB, donc la Fédération nationale des agriculteurs bio, où on demande pour la prochaine programmation de la PAC 1 milliard d'euros si on veut arriver à 15% de la surface bio en France. Sachant qu'aujourd'hui, on est plutôt autour de 150 millions d'euros, quoi. Donc, vous voyez, si on veut vraiment aller sur l'agriculture bio, il faudra un rapport de force qui, pour l'instant, n'est pas en notre faveur, puisque tout le monde aspire à une agriculture de qualité, etc. Mais en tout cas bio, et on n'y met pas pour l'instant les moyens. Donc, j'espère que j'ai répondu aux questions. Merci, Olivier. Ouais, en sachant qu'effectivement, sur ces retards de paiement, nous, ça nous a conduit en tant que conseillers, puisque je travaille avec des conseillers techniques qui font des études de conversion, à faire en sorte que les systèmes soient viables sans les aides, parce qu'on n'avait aucune idée du moment où on allait pouvoir les percevoir, enfin où l'agriculteur allait pouvoir les percevoir. Ce qui fait que c'était quand même un frein à certaines conversions, parce qu'il y a quand même des agriculteurs qui comptent dessus sur des systèmes conventionnels un peu fragiles. Ils ont espoir que les aides vont les aider à tenir. Ce n'est pas toujours un argument qui se tient, ça dépend vraiment des situations. Mais en tout cas, pour nous, c'était un point de vigilance, ce retard de paiement des aides. Donc, on espère qu'à l'avenir, effectivement, l'agriculture biologique pourra capter un peu plus de financement vers les fermes. Je rappelle juste, je peux compléter par rapport aux aides. Il faut juste savoir qu'aujourd'hui, s'il y a des aides, c'est parce qu'en fait, le prix des produits n'est pas rémunéré à la hauteur de ce qu'il devrait être rémunéré. C'est pour ça qu'il y a des aides qui viennent pour compenser pour compenser la non juste rémunération du produit agricole. Et je voudrais aussi intervenir parce que bon, c'est bien beau de parler des aides européennes, mais je veux dire, même dans le système agricole en bio, il faut quand même savoir que les petites fermes maraîchères, les petites fermes arboricoles, les petites fermes même d'élevage sont extrêmement lésées parce que c'est des primes, enfin des aides à la superficie. Et la FNAB et la Confédération paysanne se battent pour que ces aides ne soient plus à la superficie, mais bien à l'emploi. Donc, parce qu'on considère que c'est quand même aussi important que la superficie. Parce qu'il faut quand même savoir qu'un maraîcher en aide, il va toucher chaque année 100 €, 200 €. Voilà, c'est tout. Donc, c'est rien. Parce qu'en maraîchage, on ne peut pas investir dans du matériel. On a besoin comment dirais-je, on a besoin de main-d'œuvre, d'associés, parce qu'en maraîchage, on peut cultiver sur un hectare, on peut cultiver 60 à 80 espèces. Donc, c'est impossible de tout mécaniser. Donc, pour ça, on a besoin de bras, on a besoin de cerveau, et pour ça, on a besoin aussi de sous pour rémunérer toutes les ressources humaines. Et ce n'est pas les primes PAC, c'est vraiment, nous sommes vraiment en maraîchage, en arbo, sur les petites fermes d'élevage, on est vraiment le parent pauvre. Donc là, je crois que c'est le problème majeur de la PAC et c'est là-dessus où il faut se battre plus que sur avoir des aides et tout. Mais bon, il faut quand même, je veux dire, c'est assez préoccupant de savoir que les maraîchers, les arbos ne peuvent pas avoir ces aides, surtout quand on sait qu'est-ce qui s'est passé lors lors du confinement, du premier confinement. Les consommateurs se sont retournés vers les maraîchers et vers les arboriculteurs. Ils ont redécouvert le local. Donc, aidons d'abord le local avant d'aider les grandes superficies. Aidons d'abord. Non, il n'y a pas d'aide à l'emploi. Non, il n'y a rien. On se débrouille. Donc, on peut peut-être donner quelques chiffres parce que si on a des personnes en fait, qui ne connaissent pas vraiment le paysage agricole, ça peut être intéressant. Sur les fermes maraîchères, donc en maraîchage diversifié, on produit beaucoup d'espèces de légumes.
40, 50, 60 espèces de légumes sur l'année, on va être sur des structures qui font 1, 2, 3, 4 hectares. Et sur 1 hectare, on y arrive à peu près tout seul. Au-delà, il faut embaucher des saisonniers et encore un peu au-delà, il faut embaucher des permanents. En grande culture, alors sur les fermes maraîchères, je reviens, si on convertit de la terre pour s'installer en maraîchage, on va toucher 900 € de l'hectare. Donc sur une ferme qui fait 1 hectare, ça va être 900 € sur l'année pendant 5 ans. Un agriculteur en grande culture qui travaille sur 100 hectares, il peut travailler tout seul, il va être fortement mécanisé. S'il convertit sa ferme, lui, il va toucher 300 € de l'hectare. Donc, vous voyez, pour la conversion. Donc, il y a des systèmes de plafond qui font que les très grosses structures ne pourront pas toucher forcément, dépasser le plafond. Mais en tout cas, ce que vous dit Claudef, c'est qu'il y a un gros déséquilibre puisque ce sont des aides surfaciques, y compris sur la conversion, entre les systèmes de petite taille et les systèmes de grande taille. Les systèmes de petite taille étant souvent plus gourmands en main-d'œuvre que les systèmes de grande taille. Voilà. Et donc, non, il n'y a pas d'aide à l'emploi. Et alors ça, c'est un vrai sujet en agriculture biologique parce que là, on est au 2e carré là, de cette diapositive. Effectivement, c'est une agriculture qui est source d'emplois non délocalisables. Des études ont été menées par le CERF France, donc qui est un cabinet comptable national, qui a évalué en moyenne à 50% les emplois supplémentaires en agriculture biologique par rapport en agriculture conventionnelle. C'est parfois du x2 sur certains profils de ferme. Et c'est très difficile de trouver de la main-d'œuvre en agriculture et de surcroît en agriculture biologique parce qu'elle n'est pas connue. Elle a une image qui est un peu dévoyée, elle a une image d'agriculture difficile, vieux jeu. Et on a un gros sujet comme ça de communication auprès des étudiants en agriculture. Et en plus de ça, c'est des gens qu'on a du mal à fidéliser. Donc, c'est très, très compliqué. Même si c'est un souhait permanent et un point de vigilance permanent, de trouver de la main-d'œuvre pour les fermes bio. Donc là, on était sur les externalités positives de l'agriculture biologique. Donc voilà, déjà l'alimentation, un système alimentaire durable, de la production à la consommation. Nous, on travaille sur des circuits très courts aussi sur la production, sur la transformation, sur la distribution des produits bio du département. Et ces effets bénéfiques de cette agriculture, outre l'emploi dont on vient de parler, elle est extrêmement créatrice d'emplois. Évidemment, elle préserve les ressources et les communs, ce dont on parlait tout à l'heure, et probablement ce à quoi vous êtes sensibles tous autant que vous êtes de prime abord. Et puis, elle crée de la dynamique locale, c'est-à-dire que créer une AMAP, c'est créer du déplacement sur le secteur, c'est créer du lien social. Ouvrir un magasin de produits biolocaux, c'est créer de la dynamique et engager une espèce de structuration économique et de lien social. Voilà, c'est tout ça. On crée des micro-filières, on crée des filières. Là, on travaille sur le soja en ce moment. Le but, c'est de faire vivre des gens sur le territoire et de valoriser le travail de nos agriculteurs. Voilà. On peut passer à la diapo suivante s'il n'y a pas de questions. Donc là, c'est là qu'on attaque un petit peu les préjugés qu'on peut avoir sur l'agriculture biologique, parce que souvent, même les gens qui sont favorables à l'agriculture biologique n'ont pas forcément de ce qu'elle représente et de ce à quoi elle engage. Je voulais trouver important de repréciser qu'elle est définie par un règlement européen. C'est une obligation légale quand on devient agriculteur bio que de respecter ce règlement. Si on ne le respecte pas, il y a des pénalités, il y a des recours. On peut aller voir lesquels. Alors, ça a été un peu décalé, mais j'ai barré l'appellation raisonnée, j'ai barré l'appellation locale, j'ai barré l'appellation presque bio, parce que dans l'esprit de beaucoup de citoyens, il y a des amalgames qui sont faits entre bio et puis tous ces termes-là. Alors qu'il n'y a pas de raison. Parce que l'agriculture bio, c'est le seul mode de production qui soit soumis à des obligations légales. Le reste, ça répond soit à du préjugé, soit à des cahiers des charges privés. Alors, je vous ai mis cahiers des charges privés ou rien. Parce que notamment, je l'ai encore vu dans un mail, c'est pour ça que ça m'a fait sourire, l'appellation raisonnée qui a vécu au début des années 2000 jusque, j'ai envie de dire, en 2005. Voilà, ça me fait sourire, ça n'existe plus. Et ça n'a... En fait, elle s'était basée simplement sur vraiment les obligations réglementaires françaises de base.
Voilà, donc aucun engagement environnemental ni social, ni quoi que ce soit. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la seule agriculture qui soit soumise à ce type de règlement. Et ce règlement est soumis à des contrôles. C'est-à-dire qu'il y a des organismes certificateurs qui détachent des auditeurs chaque année sur les fermes bio pour vérifier qu'ils sont dans les clous, qu'ils respectent le dernier machin marketing. Ouais, on va parler de ça, on va en parler, du zéro résidu de pesticides. Mais en tout cas, on a des organismes certificateurs qui, sous l'égide de l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, qui vont venir vérifier le respect des règles sur les fermes. Donc, il y a des contrôles qui sont programmés. Et il y a des contrôles qui sont inopinés, c'est-à-dire qu'on vous appelle du jour pour le lendemain en vous disant on vient demain, ne faites rien de l'après-midi, on vient contrôler vos pièces comptables, vos pièces administratives, vos stockages, vos parcelles, etc. Et on se réserve le droit de faire des prélèvements pour des analyses. Voilà. Et c'est un coût qui est à la charge des producteurs. On appelle ça le coût de la certification, qui est dans la région Centre-Val de Loire et aidé par le conseil régional à hauteur de 60% du montant de la certification pour les bio et 80% pour les bio qui sont adhérents à notre réseau. Et ça, c'est très apprécié. Pendant 4 ans, tous les ans, pendant 4 ans, ils peuvent la demander 4 fois. Voilà. Donc peut-être Claudève et Olivier, vous auriez un mot à dire là-dessus. Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que le plafond est suffisant? Je veux bien, oui, parce qu'en fait, c'est un… Enfin, bon, voilà, je représente les petites structures. Hein. Et c'est vrai que pour les petites structures, c'est un coût qui est très important en maraîchage. Pour 1 hectare, 1 à 2 hectares, c'est 450 € par an à régler. Et comme ce coût n'est plus pris en charge par le conseil régional, du coup, c'est quand même une charge importante. C'est une charge importante en coût et en temps aussi, parce que même pour une petite superficie, on va passer à peu près 2 à 3 heures avec le contrôleur chaque année. Parce que c'est fait vraiment sérieusement. Hein. C'est-à-dire que le contrôleur regarde notre cahier de culture, visite tous les bâtiments, fait éventuellement des prélèvements. Donc, c'est quand même un contrôle sérieux. Alors, tout à fait d'accord pour faire le contrôle. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ça fait vraiment un coût beaucoup trop élevé pour les producteurs. Et souvent, des petites structures, enfin des agriculteurs installés sur des petites structures nous expliquent que non, nous, on ne veut pas prendre la certification AB parce que c'est beaucoup trop cher. Je veux juste répondre à une question, Claudève, c'est sans vouloir te couper la parole. Il y a une question, quand le conseil régional a-t-il arrêté de financer les contrôles chez les petits producteurs? En fait, il n'a pas arrêté de les financer chez les petits producteurs. Il les finance pour tout le monde pendant 4 ans. C'est-à-dire qu'un agriculteur bio, il peut le demander 4 fois et après, c'est fini, quelle que soit sa structure. Voilà. C'est plafonné, hein. C'est un pourcentage de la certification plafonné à, je sais plus, 534 €, quelque chose comme ça. En général, chez les maraîchers, ça passe, mais ça s'arrête au bout de 4 ans. Voilà. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, effectivement, tu parlais des contrôles. Là, sur l'agriculture biologique, et c'est une grosse différence avec la certification dite environnementale qui est défendue par les chambres d'agriculture et qu'on m'a demandé d'aborder par la suite, c'est une certification des produits. Il y a une personne qui s'en va, on la salue. C'est une certification des produits agricoles et alimentaires. C'est-à-dire que s'il y a des analyses qui montrent qu'il y a eu, par exemple, une contamination, parce que le voisin de l'agriculteur qui est conventionnel a usé la culture qui est censée être en bio, si on détecte des pesticides dans ce lot, dans cette récolte, elle va être déclassée. Elle ne pourra pas être vendue en bio. Voilà, c'est vraiment le produit qui est certifié. Et vous allez voir la grosse différence avec la certification dite environnementale des chambres d'agriculture, où on certifie une ferme. Donc, c'est extrêmement différent. Alors, il y a une petite question tout à l'heure sur le règlement européen qui serait assoupli. Alors ça, c'est extrêmement discuté. Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste du règlement européen. On peut considérer qu'il s'assouplit sur certaines choses, qu'il se durcit sur d'autres. Notamment, Olivier, tu peux peut-être en parler sur l'utilisation des fertilisants. Oui.
Oui, enfin, je ne sais pas si vous avez en haut de votre écran à droite. En agriculture bio. Vous voyez ce qu'on appelle l'Eurofeuille, là, avec la belle, toutes les étoiles qui peuvent représenter chaque pays. En tout cas, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le logo européen. Et effectivement, je dirais qu'il a le mérite d'exister parce que c'est un socle minimum pour tous les agriculteurs bio de l'Europe et avec le même règlement pour tous. Donc, ce qui est déjà une belle performance. Mais c'est vrai que parfois, nous, les bio, on aimerait qu'ils soient un peu plus restrictifs sur certains, comment dirais-je, sur certains points de ce cahier des charges. Mais en tout cas, ça, c'est vrai que c'est l'avantage de ce cahier des charges européen, c'est que voilà, c'est un socle minimum pour tout le monde. Je prends juste un exemple pour vous dire que des fois, on essaie de le faire évoluer. Là, à la FNAP, donc cette année, et l'an dernier, on a beaucoup lutté pour que on n'utilise plus de fientes venant, de fientes d'excréments qui viennent de l'élevage industriel, parce qu'on pouvait les utiliser, on a la possibilité d'utiliser sur le cahier des charges européen. Et donc, nous, on essaie de faire pression à la FNAP pour que, en France, on n'utilise plus que des matières organiques, soit qui viennent d'un élevage bio ou d'un élevage conventionnel, mais avec des tailles d'élevage, quoi. Voilà. Il en était de même pour les tomates. Et là-dessus, je pense que ça va passer justement. C'est-à-dire plus de tomates bio en hiver. Les tomates devront arriver sur les étals. Je ne sais plus exactement, je crois que c'est à partir de mars, il me à l'agriculture bio, à l'agriculture européenne bio, c'est que avant les produits alimentaires qui venaient de certains pays, par exemple comme Israël, étaient acceptés tels que, alors que maintenant, les produits israéliens doivent avoir suivi la démarche de certification européenne. Donc voilà, il y a des petites choses quand même qui ont changé. C'est ça, le bio qui n'est pas européen, qui est importé sur le territoire européen, est contrôlé et doit répondre au règlement européen. Sinon, il n'est pas certifié, il n'a pas cette Eurofeuille. Donc, effectivement, merci Olivier. Les deux logos que vous voyez en haut à droite de la diapo sont les logos qui certifient que les produits sont bio. Donc, l'Eurofeuille, la petite feuille avec les étoiles, c'est le seul qui soit obligatoire et en tout cas permis pour les produits bio. Et en France, comme on a toujours ce petit truc en plus, on nous autorise toujours à utiliser le logo AB avec la petite feuille parce qu'il était connu des Français, mais jamais vous ne pouvez le trouver tout seul. Il est forcément avec l'Eurofeuille. Donc, soit vous avez l'Eurofeuille tout seul, soit vous avez les deux. Voilà, mais jamais le AB tout seul. Alors, est-ce qu'on contrôle régulièrement le sol? Pour faire des analyses, vous voulez dire? Oui. Oui, puisqu'on parle de qualité du produit, si on utilise, il est logique de contrôler le produit et le sol. Moi, mon idée derrière le sol, c'est que on parle beaucoup de qualité de l'eau, et il est clair que si les sols sont pollués, comment peut-on avoir des nappes phréatiques de bonne qualité? Et donc, ça me paraît une évidence. Maintenant, je ne sais pas si c'est pris en compte dans les normes actuelles. C'est vrai que le sol ne fait pas partie du contrôle des organismes certificateurs. C'est sûr que c'est un point faible. Mais d'un autre côté, il faut savoir, il y a quand même un délai de carence avant que le produit puisse avoir le logo AB. Il y a un délai de 3 ans. Regardez, alors, dans les productions viticoles, il y a quand même pas mal de soucis aussi. Alors, en fait, tout est lié, si vous voulez. L'agriculture bio, tout est lié à l'avenir de notre société. Si on ne prend pas des mesures, on ne peut pas prendre une mesure ponctuelle. L'agriculture bio, fantastique. Mais derrière, il faut regarder toute la chaîne, tout ce qui est entraîné au niveau des moyens, des précautions, des contrôles à prendre. Ouais. Et puis, sur quel type de société on veut s'engager, en fait. Donc, alors, sur le sol, je voudrais faire une réponse. On tient le bon bout, mais c'est clair que ce n'est pas facile. Je vois pour la filière, c'est loin d'être évident. Moi, c'est formidable ce que vous faites, mais je tiens aussi encore à vous encourager. Je pense que dans le cadre de la région, il y aura beaucoup de choses à faire pour ça.
Et par contre, c'est clair que tout seul, vous faites ce que vous faites, ça doit être appuyé sur d'autres secteurs, dans un cadre beaucoup plus large. Enfin, mon avis. Voilà. Mais en tout cas, là, je vais devoir vous laisser, mais je tiens à vous remercier et vous encourager, continuer. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Donc, juste pour finir sur le sol, hein, parce qu'effectivement, oui, il n'est pas analysé. Par contre, on sait l'analyser. Et si les agences de l'eau viennent vers l'agriculture biologique parce qu'elles se sont rendues compte que c'était le meilleur levier en zone rurale pour préserver la qualité de l'eau, c'est qu'il y a une raison. C'est que nos sols déjà sont vivants. Ils ont une teneur en matière organique telle que déjà il y a. Alors, excusez-moi, mais il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro et qui manipule des feuilles. C'est très dérangeant dans les oreilles. Merci, merci beaucoup. Et donc, effectivement, ce sont des sols vivants qui ont comment dire, une réserve utile en eau qui est beaucoup plus satisfaisante qu'en agriculture conventionnelle et qui, en plus, va moins laisser percoler les matières. Après, s'il y a une pollution au plomb, au mercure ou je ne sais quoi d'autre, la bio ne pourra rien. Là, pour le coup, il faut des systèmes de dépollution performants. Ce n'est pas les productions alimentaires qui vont résoudre le problème, au contraire. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, voilà pour le sol. Et en tout cas, les enjeux sur la qualité de l'eau sont très forts. Nous, on est positionné sur les contrats territoriaux du département, mais c'est très difficile de faire face à la Chambre d'agriculture qui déploie un grand nombre d'agents pour défendre une agriculture conventionnelle avec une adaptation des pratiques qui ne va jamais aussi loin que l'agriculture biologique et qui ne répond pas aux enjeux environnementaux. Et pour nous, c'est très difficile, faute de moyens humains et financiers, de se positionner fortement sur ces contrats territoriaux qui visent à préserver la ressource en eau au niveau qualité et quantité. Et c'est aussi là qu'on aurait besoin de soutien politique et de soutien financier. Je peux rajouter quelque chose, Sophie? Ah, mais avec plaisir, Olivier. Ce que je voulais vous... Parce que là, j'entendais, la personne est partie, c'est dommage, mais ce que je vous invite, c'est vraiment aller sur des fermes bio et aller voir les producteurs et ils vous montreront tous leurs sols qui sont devenus, de par notre... Parce que c'est vraiment notre ADN, hein, je veux dire, Sophie, tout à l'heure, tu parlais d'holistique. Donc, on est sur une agriculture, on prend tous les systèmes vivants en compte. Et à chaque fois que vous irez voir un agriculteur bio, il vous montrera ces sols. Venez chez moi, je pourrais vous le montrer aussi. On est sur des sols qui sont très vivants et qui ont retrouvé des dynamiques qu'il n'y a plus en agriculture conventionnelle. C'est vrai que ça, c'est très important. On n'arrive pas à faire passer ce message. Mais le fait de cultiver en bio, on redonne vraiment de la vie au sol. Ça, c'est essentiel de faire passer ce message-là. En cultivant en bio, vous utilisez toujours les matériels agricoles comme on peut voir en conventionnel? Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Alors après, je ne sais pas si la question, c'est sur le labour, non-labour, les choses comme ça. Oui, c'est ça, oui. Oui. Alors effectivement, en tout cas, je dirais que moi, dans mon système, j'utilise la charrue, hein, puisque la charrue, c'est un outil qui a été inventé depuis plusieurs milliers d'années. Je ne sais pas depuis quand c'est inventé, mais c'est un outil qui remonte, qui a été inventé il y a très longtemps. Mais après, je ne suis pas forcément à labourer toutes mes parcelles chaque année, hein. Je dirais que tout dépend. Après, c'est l'agriculteur avec ses observations et qui décide d'utiliser le meilleur outil au meilleur moment et au meilleur endroit, en fait. C'est là que c'est vrai que c'est toujours difficile à faire passer comme message, mais quand on est en bio, on est vraiment en symbiose avec la nature, avec notre sol, puisque c'est vraiment notre outil de travail. Et donc, on va trouver les outils qui seront les mieux adaptés pour travailler le sol. Voilà. Pour compléter ce que dit Olivier, donc je dirais que effectivement ça dépend des agriculteurs, hein. En maraîchage, je sais qu'il y a de plus en plus de maraîchers qui n'utilisent plus la charrue, mais qui utilisent des outils à dents, par exemple. Et autrement, il y a un point fondamental en agriculture biologique: ne jamais laisser de sol à nu l'hiver. Toujours un couvert végétal. Après, adapté au sol, bien sûr, selon le sol, sol sableux ou sol plus argileux. Mais il y a toujours un couvert pour l'hiver qui empêche la déperdition en matière organique, en azote.
Donc ça, c'est vraiment déjà un des points fondamentaux de l'agriculture biologique. Merci Claudette. Je vois une question un petit peu en remontant là. Est-ce qu'on peut démontrer un impact sur la santé des agriculteurs et des agricultrices? Bah, oui, en fait, alors il y a quelques années de ça, notamment la maladie de Parkinson avait été reconnue par la MSA, la Mutualité sociale agricole, comme étant une maladie professionnelle liée à l'agriculture conventionnelle, à l'utilisation de pesticides. L'occurrence des cancers est extrêmement élevée en agriculture conventionnelle et très malheureusement, nous, on voit de plus en plus d'agriculteurs qui viennent vers nous pour convertir leur ferme parce que leurs parents qui étaient agriculteurs sont atteints de cancer, de leucémie, etc. Donc, c'est très malheureux. Mais en tout cas, effectivement, je n'ai pas les chiffres à vous donner, mais oui, c'est statistique. On peut peut-être passer à la diapo suivante, à moins qu'il y ait d'autres questions. Je peux rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui. Et Olivier, ouais. Oui, non, je voulais simplement dire que pour avoir vu arriver les nouveaux agriculteurs bio depuis une trentaine d'années, parce que moi j'ai démarré en 90, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, et à chaque fois qu'on a un agriculteur qui est passé en bio, parce qu'on parle de la santé, mais on peut aussi parler de la santé de bien-être et mental. Ouais. Je ne sais pas comment on peut, c'est difficile à qualifier ça, mais généralement un agriculteur qui vient à la bio, il restera en bio et il redécouvre son métier parce qu'il finalement, il redevient souverain dans ses décisions et il redécouvre en fait ce qu'il a perdu en agriculture conventionnelle où on lui impose beaucoup de choses, etc. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce que dans le développement de la bio, je trouve qu'on le met pas assez en avant, quoi. Comment dirais-je, pas le bonheur des agriculteurs, mais le fait d'être en bio où ils s'épanouissent, quoi. Voilà. Bah oui, puis pour rebondir là-dessus, je confirme, hein, parce que nous, notre grand bonheur à nous, en tant que conseillers, c'est d'entendre les nouveaux bio qui rentrent dans le réseau, qui sont accompagnés par le réseau, nous dire j'imaginais pas qu'on puisse trouver ce lien humain dans un réseau pareil. Et en fait, on sent que ce sont des agriculteurs plus heureux en bio qu'en conventionnel. Donc effectivement, je vois que quelqu'un disait que c'était un argument très fort. En tout cas, ça fait qu'ils sont motivés dans leur métier et qu'ils ont envie aussi de toujours faire mieux. Peut-être on va passer à la structuration, que vous compreniez un petit peu. Est-ce que je peux intervenir sur je vous en prie. Ouais. Très rapidement. Sur la qualité du sol, il y a le couple Bourguignon, je ne sais pas s'ils exercent toujours, qui sont des agronomes extrêmement réputés, et que j'ai vu intervenir, moi, en Beauce, chez des productivistes patentés, pour faire des analyses de sol. Et ce qu'ils révélaient effectivement de l'état de leur sol, les bouleversait assez, ces gens-là, assez conventionnels. Deuxième chose, sur la région, je voudrais savoir ce que vous attendez du Conseil régional, puisqu'après tout, nous sommes une liste destinée à prendre le pouvoir, le Conseil régional. Qu'est-ce que vous attendez comme politique d'aide au développement de la filière bio, qui est très en retard effectivement dans notre région? C'est une des dernières, tu l'as dit Sophie tout à l'heure, par rapport à la France. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Parce que le Conseil régional d'agriculture n'est pas sa prérogative principale, mais ça fait partie quand même de ses interventions possibles, et elle donne pas mal de pognon pour l'agriculture conventionnelle, sur un certain nombre de filières, etc. Moi, je dirais un mot: rééquilibrage. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut savoir que la bio, elle se développe avec peu de moyens. Elle se développe parce qu'il y a des gens qui sont motivés, qui croient à ce projet agricole, mais finalement avec assez peu de moyens. Voilà, c'est rééquilibré. Juste un exemple, moi, je me suis investi au niveau de ce qu'on appelle le cap filière grande culture. Donc, c'est-à-dire que c'est la région qui met de l'argent pour orienter la céréaliculture dans les 4 prochaines années. J'ai assisté déjà à 2 ou 3 réunions. Si nous, producteurs bio, n'avions pas été à cette réunion, on n'aurait même pas parlé d'agriculture bio. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut continuer encore si on n'a pas un appui politique, tout repose sur du volontariat et de l'engagement de producteurs. Et ce qui fait que ça avance. Alors oui, évidemment, ça avance, mais ce n'est même pas la politique des petits pas, là, c'est la politique des petits pas, quoi. Donc, le mot, c'est rééquilibrage, vraiment. Il faut savoir quand même que le CESR, qui est le pendant du Conseil régional, Conseil économique social de la région, a longtemps été tenu par feu le président de la FNSEA, feu le président du groupe Avril,
d'ailleurs l'une des plus grosses multinationales de l'agronomie, l'agroalimentaire en France, et que c'est pas sans conséquence, à mon avis, sur les prises de position du Conseil régional. Il n'est plus là, et donc je ne sais pas si les choses peuvent changer à terme, s'il peut y avoir des réorientations plus évidentes du Conseil régional par rapport à ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je crois que c'est nécessaire, hein, parce qu'effectivement, comme disait Sophie au départ, elle disait qu'on était on va utiliser le mot lobby, hein, mais on est un petit lobby et on a des petites forces. Donc, c'est vrai que les producteurs et les productrices ne peuvent pas se trouver partout, dans toutes les commissions, dans toutes les réunions où ils pourraient être et où ils devraient être pour expliquer ce que c'est que la bio, pour montrer qu'en agriculture biologique, on fait du bon travail. Donc ça, c'est vrai qu'il nous faut beaucoup plus de force pour ça déjà. Et puis autrement, enfin, ce que je proposerais aussi, c'est que justement les aides de la région soient conditionnées à différentes choses. Par exemple, à la biodiversité. Par exemple, soit conditionnées pour les petites fermes. Voilà, on peut dérouler comme ça. Moi, je crois qu'on peut dérouler plusieurs conditions de cette manière-là, et je crois que ça va être nécessaire. On ne distribue plus les aides du conseil régional comme ça à droite, à gauche, mais simplement on les conditionne. Et pour moi, ce qui est très important, c'est la biodiversité et les petites fermes. Et parce que sur les petites fermes, il faut quand même savoir que si les petites fermes veulent profiter des aides de la région, eh ben, il y a des planchers. Et ça, c'est pas possible, quoi, parce que et le plancher tourne souvent autour de 3 à 4 000 euros. Donc, c'est compliqué pour les petites fermes de faire des dossiers au-dessus de 3 à 4 000 euros. Donc, moi, je trouve que conditionner les aides, biodiversité et petites fermes, c'est déjà un bon point. Alors, je pourrais compléter parce que du coup, là, on a la vision des producteurs et elle est essentielle, hein. Il faut effectivement répartir et rééquilibrer les aides à l'agriculture et peut-être donc biodiversité, petites fermes et emploi, hein, parce que finalement, ça se rejoint, mais également sur les structures, hein, qui accompagnent l'agriculture biologique, donc comme la nôtre. Le Gabor sur le Loiret, mais aussi les 7 autres structures en région Centre-Val de Loire qui accompagnent l'agriculture biologique et qui la sécurisent. Aujourd'hui, le Conseil régional nous finance effectivement avec le ministère de l'Agriculture via la DRAF. On a à peu près, donc on va dire 60% de subventions publiques, DRAF et Conseil régional, et puis ensuite 40% d'autofinancement. Nous, au Gabor, on est 2. Voilà, on est une association de 2 salariés avec un conseil d'administration de producteurs, et à 2, on doit accompagner toutes les conversions des fermes. Il y a un boulot monstrueux. On accompagne toutes les filières, on accompagne tous les systèmes de culture, on accompagne la création de magasins, d'ateliers de transfo collectifs, on répond aux sollicitations des élus ou des candidats aux élections, aux collectifs citoyens divers et variés. On est présent dans les contrats territoriaux. Pas plus tard qu'hier après-midi, mon collègue Vincent était sur le contrat territorial du Montargois. Il y avait une vingtaine de personnes. Il était le seul à parler d'agriculture biologique. Quand on parle de préservation de la ressource en eau, c'est assez inquiétant. Il s'est armé autant qu'il a pu, mais c'est très difficile de faire front dans ces cas-là, alors qu'il y a des enjeux colossaux. Sur le contrat territorial du Val d'Huy qui nous occupe aussi, on va dire c'est Olivet, Saint-Cyr-en-Val, un petit peu au sud-est d'Orléans. Il n'y a eu aucun résultat sur les 6 dernières années des actions d'adaptation de pratiques agricoles. On n'était pas du tout invité à ce contrat territorial, et aujourd'hui, on essaye de parler d'agriculture biologique pour apporter du résultat. Mais c'est très difficile de jouer des coudes pour rentrer dans ces comités. Donc voilà, c'est là aussi qu'on attend le conseil régional au niveau politique et au niveau financier, si c'est possible. Voilà. Juste une question par rapport à l'aide que l'on pourrait apporter si nous arrivions au pouvoir. En prenant un exemple par rapport au Loiret, parce que je suis de Saint-Cyr-en-Val et donc loiretain. Il y a 22 000 repas qui sont donnés à nos enfants dans les écoles. Et moi, je me dis que ce serait quand même bien que leur repas soit à base de produits bio. Combien de temps il faudrait pour organiser cela, d'après vous, sur une agglo comme Orléans, par exemple, si vous connaissez mieux Orléans?
Et on vous dit, voilà, il y a un marché de 22 000 repas jour, ça fait un budget de plusieurs millions d'euros par an. Comment on peut faire combien de temps il nous faut à peu près pour y arriver, quoi? En fait, c'est même pas une question de temps. C'est une question, premièrement, de volonté, deuxièmement, de mobilisation, et troisièmement, on va dire, de formation et de structuration. Parce que là, dans l'hypothèse où voilà, 22 000 repas passent en bio, ça veut dire que les élus ont décidé que, ça veut dire que les cuisines sont prêtes à, ça veut dire que les équipes de cuisine sont formées pour, et ça veut dire aussi que les convives, donc que ce soit les élèves, les enfants et leurs familles, sont prêtes et sont sensibilisés et ne vont pas jeter. Donc en fait, ça fait énormément sur lequel on sait travailler. Hein. Ça, on accompagne ça aussi, j'ai oublié de vous le dire, avec nos collègues en région à Biocentre. On a une équipe alimentation qui travaille sur ces projets-là, mais on sait par expérience que ça ne peut pas fonctionner si on n'a pas toutes ces mobilisations-là, des équipes de cuisine, des gestionnaires, des élus et des convives. Voilà. Donc ça, on sait faire, mais combien de temps, ça dépend de tous ces paramètres-là. Mais attends, je me permets d'intervenir. En réalité, le conseil régional a un bras armé possible, c'est qu'il gère les lycées. Oui. Donc, il intervient dans les cantines des lycées. Il peut imposer un certain nombre de choses. Simplement, l'obstacle qu'il rencontre, ce sont les équipes sur place, à l'intérieur des lycées. Il faut aussi de la bonne volonté de la part des équipes, donc il faut les motiver. Mais en tous les cas, il y a alors, je ne pense pas qu'à l'échelle d'une agglomération, le conseil régional, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans nos discussions, puisse effectivement imposer une agglomération des cantines bio. Ça, c'est plutôt de l'ordre des métropoles ou des intercommunalités. Par contre, le conseil régional, lui, il peut imposer une évolution. C'est ce qu'il a commencé à faire, mais petitement, une évolution dans les lycées, dans les cantines des lycées. Tout à fait. Et ça, nous, on le vit au quotidien avec ma collègue Laure et mon collègue Pascal à Biocentre, qui accompagnent le lycée qui le souhaite. Mais effectivement, il y a quand même des gros freins. Donc, sur la forme. Alors, déjà, la sensibilisation des équipes de cuisine et leur formation. Parce que pour certains, ils sont en gestion concédée. Donc, finalement, ils s'occupent presque même plus de cuisine. Si on veut réintégrer du produit bio, on va réintégrer du produit frais qui se prépare, qui demande du temps, une autre organisation, parfois un autre type de matériel. Il faut gérer le gaspillage alimentaire aussi dans les assiettes des élèves, parce que souvent, ce qui est hors de question de passer en bio, si c'est pour que ça finisse à la poubelle. Et c'est aussi une façon de faire rentrer des produits de meilleure qualité et un peu plus chers si on ne jette pas. Et puis, c'est aussi faire accepter une nouvelle cuisine, des nouveaux produits aux élèves. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Et puis, alors, nous, on sait faire. On a une équipe qui est extrêmement performante sur le sujet, mais ils sont deux. Voilà, ils sont deux pour la région Centre-Val de Loire, d'où la nécessité des moyens. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire, Sophie, c'est qu'il faut vraiment renforcer l'équipe à Biocentre et l'équipe dans chaque GAB, parce qu'il y a trop peu de monde et ils sont débordés par les demandes. Bon, parce qu'il faut quand même savoir que, par exemple, Laure et Pascal n'interviennent dans les lycées ou les collèges pour le département que s'il y a la demande des gestionnaires et des chefs ou des cheftaines de cuisine. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est un processus qui est vraiment très long et très difficile. Et après, en face, désolée Sophie, je reviens sur les producteurs, mais il faut aussi qu'il y ait des producteurs après qui s'organisent. Donc, il faut qu'il y ait des producteurs et des producteurs qui s'organisent. Donc, c'est vraiment un cheminement à faire ensemble et à ne pas faire dans la précipitation. J'ai travaillé pour le collège de Loris pendant 5 ans, justement avec Pascal, qui est maintenant à Biocentre. Et donc, on a fait la planification ensemble. On était différents producteurs, maraîchage, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait les œufs, le lait, le fromage, le pain. Donc, on se faisait une planification, on discutait de cette planification à l'automne, puisque après tout était mis en route, pour préparer la saison du collège. Donc, Pascal, en face de nous, avait tous les chiffres, savait à peu près donc quand même la quantité dont il avait besoin en kilos de carottes, en kilos en pièces de salade, pas en kilos de salade. Donc, savait tout ça. Et du coup, nous, on se répartissait
cette commande. Mais c'était très, très long. Et pourtant, c'est un petit collège à Loris, mais c'était très, très long à mettre en route. C'était très, très long à organiser. Et après, ben ça roule après. Il faut savoir que ça a quand même demandé 2 bonnes années d'organisation, d'échange et de discussion avant de mettre vraiment quelque chose en route. Et c'est vrai que je pense qu'il faudra là aussi continuer à appliquer le local. C'est-à-dire que que les collèges, que les producteurs qui sont près d'un collège ou d'un lycée servent ce lycée-là. Ça soit qui est quand même pas trop de déplacement et de bilan carbone compliqué. Voilà. Et dans l'Orléanais, il existe une entreprise, alors pour le coup, ce n'est pas une régie publique, il existe une entreprise qui est grossiste en quelque sorte et qui a pour l'habitude de collecter plutôt des productions locales, ensuite de les distribuer soit pour les commerces, soit pour les cantines scolaires, notamment dans les lycées, et qui a un département qui s'est spécialisé dans le bio et qui effectivement récolte ce que font des agriculteurs de l'Orléanais en bio, en maraîchage notamment, mais pas seulement, et qui ensuite leur distribue dans les cantines. Donc, je veux dire, il y a aussi des solutions qui passent par des intermédiaires, soit des régies publiques, soit des entreprises privées qui sont aussi, dont c'est le métier, la logistique. Alors nous, on réfléchit pour les Ternao, j'imagine. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais il y a de ça quelques années, ça a existé, cette collecte, cette plateforme dans le Loiret. Et le souci, c'est que le conseil régional a voulu aller trop vite et a mis trop de moyens dans tout ce qui était administratif avant de considérer la question des responsables de cantine, enfin de restauration hors domicile, et la question des producteurs. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, que je rajouterais peut-être, c'est important de le dire parce que j'ai entendu tout à l'heure, qu'est-ce que la région, si vous accédez au pouvoir, honnêtement, il y a vraiment cette volonté politique. Parce que je vois volonté politique et aussi de volonté politique du collège et du cuisinier, parce qu'il faut quand même savoir aujourd'hui qu'à Loris, Pascal Volin, donc, était le cuisinier. Il faut quand même savoir que les élèves mangent jusqu'à 80% de leur repas en bio, ce qui était quand même, je veux dire, on l'a rêvé, on l'a fait quand même avec le Gabor. Donc, c'était quand même une belle performance. Donc, c'est possible de le faire. Mais en fait, si on n'a pas un soutien à tous les étages, ça capote. Donc, il faut vraiment suivre le dossier jusqu'au bout et prendre les gens compétents pour le faire, quoi. Voilà. Et je rajouterais qu'il n'y a pas de recette toute faite, c'est-à-dire que nous, on est sollicité par des communes qui font 90 repas par jour, d'autres qui en sont à 1000. Après, on peut imaginer des agglos qui sont à 10 000 repas par jour. À chaque projet, son approche, il n'y a pas de recette toute faite. Et si sur une commune de 90 repas par jour, on peut trouver des producteurs et planifier avec eux, on va le faire nous, même à la main. En revanche, s'il s'agit d'une agglo, 2 agglos, 3 agglos ou en interdépartemental, là, il faut envisager de la massification, un petit peu plus de transport aussi parce qu'on va avoir des petites fermes qui vont être beaucoup plus agiles et plus réactives en ultra local et des grosses fermes qui vont pouvoir rentrer dans des systèmes avec de la logistique plus conséquente. C'est pas des systèmes qui sont exclusifs. Et là où on attend le conseil régional aussi, c'est sur l'accompagnement de ces projets-là au niveau financier, quelle que soit leur échelle en fait. On réfléchit, nous, à une structuration logistique pour la massification et l'alimentation, enfin, l'approvisionnement de la restauration hors domicile sur les 6 départements de la région. Le jour où il faudra débloquer des moyens, on espère que le conseil régional sera là, puisque voilà, ça sera pour valoriser la qualité de l'assiette des élèves, des enfants. C'est un enjeu vraiment pour tout le monde, quoi. Voilà, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça me permet de venir à la structuration de notre réseau parce que donc nous, on représente le Gabor, qui est le groupement des agriculteurs bio du Loiret. Une association de producteurs gérée par des producteurs. Non, c'était de la diapo juste avant, merci. Il y a 190 fermes bio. Alors ça, c'est des chiffres fin 2019. Il y a toujours un problème de statistique. Voilà, on doit être pas loin de 200 maintenant. On est à peine 3% de la surface agricole en bio. Et notre paysage agricole, il est beaucoup axé sur la production végétale, donc avec des fermes plutôt en grande culture. Donc en bio, on va être sur de la céréales et du légume de plein champ, donc des grandes surfaces légumières. Et puis, beaucoup de ce que Claudève appelle les petites structures maraîchères. On est le département de la région où il y en a le plus, où ils sont le plus actifs.
Nous, au Gabor, on a plus de 50 adhérents maraîchers. Et on a aussi un peu d'élevage, mais très, très peu. Ça aussi, c'est un enjeu. Le Gabor se pose la question aussi, comment réintroduire les élevages sur les fermes ou inciter les agriculteurs à reprendre des élevages ou à installer des ateliers animaux. Parce qu'il y a une logique agronomique, parce qu'il y a une logique pour la sécurité alimentaire des territoires, parce qu'il y a une logique sur la demande, notamment de la restauration collective. En tout cas, aujourd'hui, on a pas mal de volailles. Les ovins bio se développent assez. Très peu de bovins. Les bovins, c'est des animaux qui font peur, en fait, à l'installation. Les gros animaux, c'est contraignant et c'est moins souple qu'un ovin ou un caprin. On a des installations ou des conversions aussi en fromage de chèvre, ce qui est assez intéressant, mais qui reste assez confidentiel, un tout petit peu de porc et quelques ruches. Alors, sur l'apiculture bio, c'est un vrai sujet. C'est extrêmement compliqué d'être apiculteur bio dans le Loiret. Ce n'est pas pour des raisons techniques. Il y en a qui y arrivent très, très bien. Le gros sujet, ce sont les zones de butinage, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de terres en conventionnel et ce n'est pas permis en apiculture biologique pour le butinage des abeilles. Voilà, donc ça, c'est pour le paysage bio loiretain. Le Gabor, 110 adhérents, on grossit, ce qui est très bien, puisqu'en accueillant les agriculteurs dans le réseau, on les fédère autour de notre projet politique et voilà, ça consolide encore notre action. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un GAB, un groupement d'agriculteurs biologiques dans chacun des départements de la région, et on est fédéré au niveau régional par biocentre. Et c'est biocentre qui interagit directement avec le conseil régional, qui notamment fait les demandes de financement, les rapports d'activité, etc., et qui dispose d'une équipe de chargés de mission sur toutes les filières et sur l'alimentation, qui déploient leurs compétences sur nos 6 départements. Donc, en fait, on est 6 GAB plus biocentre plus une interprofession dans le Cher qui s'appelle BioBerry, qui travaillons au développement de l'agriculture biologique en région. Et c'est à 8 structures, producteurs plus salariés, qu'on arrive à constituer des équipes solides pour développer la bio. Et tout ce petit monde est fédéré en interrégional au niveau national, au niveau de la FNAB, la Fédération nationale agriculture biologique, qui est en lien direct avec l'Europe et avec l'IFOAM, qui est l'organisme international qui fédère tous les mouvements de l'agriculture biologique de par le monde. Nous, on est tout petit, mais on appartient à un réseau très, très vaste qui pose les jalons de son projet politique de par le monde. Sophie, tu as dit une chose au passage qui m'intéresse beaucoup. Tu as dit qu'il n'y a pas d'agriculture biologique sans élevage, sans animaux. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Alors moi, j'interprète, je suis un peu de mauvaise foi, mais ça peut m'arriver. Mais bon, c'est vrai que quand même, la base du compost, il y a du végétal, et il y a aussi de la fumure animale. S'il n'y a pas d'élevage, comment on fait? Alors, effectivement, le triptyque de l'agriculture biologique… On s'en remet aux engrais de synthèse, à l'industrie. Non. C'est pas ce que font les bio. C'est pas ce que font les bio, c'est ce que font les conventionnels. Le triptyque de la bio, c'est le sol qui nourrit la plante, qui nourrit l'animal, qui nourrit le sol par cette… En fait, ce triptyque-là, il fonctionne soit à l'échelle de la ferme, soit à l'échelle du territoire. Après, dans le territoire, on peut entendre tout et n'importe quoi. C'est comme, ça me permet d'y revenir, dans l'appellation de local, on peut dire tout et n'importe quoi. On interroge 30 personnes sur la notion de local, on a 30 définitions différentes. Cela dit, en agriculture, si on n'a pas d'atelier d'élevage, effectivement, on va importer sur sa ferme des effluents d'un autre élevage. Voilà, en sachant que tous les élevages en agriculture biologique doivent déposer leurs effluents sur des fermes bio. Il est interdit de les perdre ailleurs. Voilà. Non, mais Sophie, attends, non, je me suis mal fait comprendre. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait de l'élevage, pas forcément dans la même ferme. Ça peut être polyculture élevage, mais ça peut être élevage d'un côté, et puis un peu plus loin, effectivement, une autre ferme en grande culture. Mais en tous les cas, il faut qu'il y ait de l'élevage à la base de l'agriculture biologique. Parce que peu tu importes effectivement la fumure ou que tu la récoltes, si je puis dire, dans ton propre élevage, en tous les cas, tu en as besoin. Donc, il y a besoin effectivement d'animalité, si je puis dire, dans l'agriculture. C'est ça. C'est la logique agronomique, tout à fait. On déplace au végan, je suis désolée. J'ai ça par rapport au véganisme. C'est ça. Des fois un peu hors sol, si je peux dire. Voilà, c'est ça. Mais la remarque est intéressante. Je suis contente qu'elle ne vienne pas de moi, parce que souvent, c'est moi qui lance le débat, ou alors je fais en sorte de ne pas y répondre. Mais effectivement, c'est vraiment la logique agronomique, c'est que l'animal a toute sa place en agriculture biologique, qu'il soit sur la ferme ou ailleurs. Effectivement. Sans ça, on s'en remet à l'industrie.
C'est ça. Dans l'industrie pour de la viande synthétique et pour aussi de la fumure synthétique, qui sont les engrais azotés voilà, qui nous provoquent tant de nitrates, tant de présence de nitrates dans l'eau notamment. Et en sachant que sur les petites fermes, l'attraction animale est de plus en plus utilisée aussi. Hein. Donc, l'animal a aussi sa place dans toutes sortes de fermes. Hein. Et je rajouterais, c'est essentiel à ce qui vient d'être abordé par rapport à l'industrie chimique des engrais de synthèse. Je vous donne le chiffre parce qu'il est vraiment très important. Il faut savoir que l'agriculture aujourd'hui, dans sa part de responsabilité sur le réchauffement climatique, 50% de la part de l'agriculture, c'est les engrais azotés avec le protoxyde d'azote qui est rejeté et qui est 250 fois plus réchauffant que le CO2. Et ça, les conventionnels en parlent rarement. Moi, je sais que maintenant, j'en parle de plus en plus parce qu'aller vers la bio, c'est aller vers une agriculture, effectivement, qui marie l'animal et le végétal, et on ne va pas chercher des engrais azotés, chimiques de synthèse, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, qui nous posent des problèmes sur la qualité de l'eau avec les nitrates, mais qui posent aujourd'hui, et ça c'est encore peu dit, et je vous invite vraiment à retenir ce chiffre-là, à retenir protoxyde d'azote et à retenir l'effet délétère sur le climat. 50%, je vous redonne quand même les chiffres, 20% de l'agriculture est responsable du réchauffement climatique, donc 1/5 de l'agriculture a sa part sur le réchauffement climatique, et sur ces 20%, il y en a la moitié, c'est le protoxyde d'azote. Donc c'est quand même, c'est pour ça que quand on défend la bio et quand on va vers ce système-là, on répond aussi aux enjeux climatiques. Tout à fait. Alors, je vois une question intéressante. Si je consomme un produit bio, j'ai un risque de consommer un produit issu de l'agriculture biodynamique? C'est intéressant cette notion de risque. L'agriculture biodynamique, c'est une agriculture bio qui a décidé de suivre un cahier des charges supplémentaires avec des préparations à base de plantes, des tisanes, des purins, et puis qui tient compte aussi des influences cosmiques. Et ça, en fait, vous pouvez le savoir parce que, alors à ma connaissance, il y a la marque Déméter. Donc, c'est une marque qui voilà, on est déjà bio avant de vouloir répondre au cahier des charges Déméter. Et puis après, sur d'autres types de filières, type viticulture, il doit y avoir quelque chose, je ne me souviens plus, Biodivin. Là, vous savez que c'est un vin biodynamique. Donc, si vous voulez l'éviter, vous n'achetez pas du Biodivin, par exemple. Mais en tout cas, les agriculteurs biodynamiques sont des bio qui ont choisi une voie supplémentaire. Bon, alors je vais passer très très vite parce qu'effectivement il reste assez peu de temps, mais on va avoir le temps de finir. L'idée c'était de se demander pourquoi manger bio et local, c'était un bio local. J'ai pas envie de dire bio et local parce que c'est pas souvent on dit ou, on transforme le et en ou. Donc là créer un vocable qui serait bio local tout attaché, parce que finalement manger bio local ça a beaucoup de vertus pour l'environnement, la société et l'économie des territoires. Alors, on nous pose souvent la question, ah bah oui, alors le bio qui vient d'ailleurs, ça on y a déjà répondu sur le règlement européen, les contrôles des produits qui viennent de hors Union européenne. On nous envoie aussi les questions et le bio-industriel. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'on entend par bio-industriel. Parfois, on nous parle d'ultra transformé. Donc, effectivement, bio, ça ne veut pas dire pas transformé. Ça veut dire que tous les produits du produit transformé sont bio, c'est ça que ça veut dire. Et après, effectivement, on peut parler en termes d'échelle industrielle. Et là, Olivier, tu peux dire un mot où finalement, on ne peut pas opposer en agriculture biologique les filières très courtes et les filières longues, puisque finalement, si on veut inonder la planète de bio, il faut changer d'échelle, mais tout en encadrant les choses. Donc, je ne sais pas, toi, tu avais un mot à dire sur la luzerne, notamment, Olivier, sur l'industrie. Non, je crois qu'on a besoin de tout le monde, en fait. Vous l'avez bien compris, Claudève, elle est sur le circuit court. Moi, je suis plutôt sur le circuit long. Et c'est vrai que sur le circuit long, on a besoin d'outils, quoi. On a besoin d'outils qui sont surdimensionnés. Alors, moi, je prends l'exemple de la luzerne déshydratée aujourd'hui, parce que j'en fais pour une usine là, qui fait des granulés de bois et la luzerne déshydratée à Pithiviers, et qui a un gros outil industriel quelque part. Et pour autant, on voit bien que de toute façon, à l'avenir, il faudra certainement repenser le système et s'affranchir de ces systèmes-là. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que
l'agriculture bio, il faut qu'elle se développe. On a besoin aujourd'hui d'outils industriels, mais qu'il faudra certainement faire évoluer au fur et à mesure que l'agriculture se développera, quoi. Je ne sais pas si je suis très clair. Moi, je pense que si, il n'y a pas de question qui s'affiche. Et je voulais aussi soulever le sujet du local, parce que c'est ce qui nous oppose malheureusement au discours des chambres d'agriculture qui veulent tous azimuts soutenir tous les modèles agricoles. Et notamment dans le Loiret, hein, l'axe est très très fort, l'axe politique qui a été choisi sur le développement du local, sur l'introduction de local en grande surface, de local en restauration hors domicile. C'est un vrai sujet de débat parce que j'ai failli être trivial, mais des cochons, il y en a partout et on a tous un voisin qui travaille comme un cochon. Donc, et en local, ça se trouve très facilement. Donc déjà, l'échelle du local n'est pas définie et en plus de ça, ça n'a aucun rapport avec un signe de qualité. Ça ne détermine qu'une notion géographique et encore. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur le bio local. C'est un peu moqueur, mais nous, quand on travaille notamment sur l'approvisionnement d'une cantine qui veut passer au bio, on préférera aller choisir un produit bio qui vient d'un petit peu plus loin qu'un produit conventionnel qui est produit juste à côté. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'avec ce produit bio qui vient d'un peu plus loin, on aura un impact environnemental et social beaucoup plus important. Voilà, et que on se fait toujours une idée colossale des émissions de gaz à effet de serre liées au transport, mais comme vous le disiez très bien Olivier tout à l'heure, un produit conventionnel qui est poussé aux engrais de synthèse et aux pesticides de synthèse, il va être autrement plus émetteur de gaz à effet de serre qu'un produit bio. Donc le transport, il est vraiment, comment dire, epsilon dans le bilan de gaz à effet de serre de cet aliment-là. Et ce que je pourrais rajouter, Sophie, mais je t'en prie. Je veux vraiment rajouter ça parce que enfin, ça me fait réagir le bio local. Évidemment, c'est très important, le bio local. Je prends juste un chiffre. Hein, le soja, on importe en Europe 40 millions de tonnes de soja d'Amérique du Sud. Vous savez très bien que ce soja, il est fait sur les forêts qu'on est en train de détruire et qui a un impact énorme sur notre climat. La France, c'est 3 millions de tonnes de soja importé. Donc, il faut absolument relocaliser de la protéine végétale sur le territoire et en France. Et c'est pour ça que nous, souvent, moi, j'ai plus beaucoup de cheveux sur la tête, hein, mais quand j'entends local, ça me fait réagir toujours vraiment fort parce que si vous achetez votre poulet bio, si vous achetez votre poulet local qui a été gavé de soja, ça veut rien dire, quoi. Ouais, merci pour cette précision. Et je voudrais juste voir, alors je vois dans le chat là, donc il y a écrit local entre parenthèses d'un seul intermédiaire et de proximité. Alors je pense que c'est une erreur. Hein. Local, c'est pas défini. Ce qui est défini par étant avec un seul intermédiaire, c'est le circuit court. Donc un circuit court, c'est un circuit de distribution qui comprend au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Donc, dans le circuit court, vous avez aussi la vente directe qui va directement du producteur au consommateur. Si on est au-delà d'un intermédiaire, à partir de 2 intermédiaires, on considère qu'on est en circuit long. Voilà. Mais dans les 2 cas, on peut être en circuit de proximité. On peut être en circuit court de proximité s'il y a un seul intermédiaire et on peut même être un circuit long de proximité s'il y a plusieurs intermédiaires et qu'on est à côté de chez soi. Voilà, donc c'est très fréquent qu'on ait ces amalgames-là, c'est pas étonnant. Mais voilà, c'est aussi là-dessus que jouent les chambres d'agriculture sur cette notion de local, parce qu'on fait croire finalement, en manque de transparence, on fait croire aux consommateurs que c'est un mode de consommation vertueux. Et on n'y est pas. Voilà, on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît, parce que je voudrais qu'on finisse dans les temps. Le temps que ça arrive une précision sur la biodynamie, je signale juste que la coulée de Ceyran, qui est en biodynamie depuis 30 ans, est l'un des plus grands vins blancs au monde. Hein. La coulée de Ceyran, c'est dans le Maine-et-Loire, en biodynamie. Merci pour l'adresse. Alors, oui, ce que vous disiez, Olivier, tout à l'heure en introduction, c'est qu'on est souvent copié, jamais égalé, ça on le garde entre nous, mais effectivement, il y a beaucoup de filières qui s'achètent des consciences vertes et qui ont à la fois le pouvoir, comment dire, en termes de communication et en termes financiers pour verdir leur image et puis trouver les bons mots auprès des consommateurs. Alors nous, on insiste, hein, l'agriculture biologique, c'est la forme la plus aboutie de ce qu'on appelle l'agroécologie, cette agriculture qui respecte l'environnement, et c'est la seule qui soit réglementée. Et ensuite, tous les autres cahiers des charges, tous les autres dispositifs
constituent finalement des menaces contre l'agriculture biologique et ses effets. Parce qu'en croyant acheter un produit vertueux pour l'environnement, eh ben, finalement, le citoyen, il a un acte contraire à ce qu'il voudrait faire. Voilà, il fait en conscience, il a bonne conscience pour le faire, il pense qu'il agit juste. Et en fait, les effets vont être inverses, ils vont être délétères. Et ça, en fait, c'est par manque de transparence de tous ces labels et toutes ces pseudo-pratiques vertueuses. Donc, tout à l'heure, c'est pas moi qui ai commencé. Ça a été cité dans le chat sur le cahier des charges ZRP, donc zéro résidu de pesticides. Ça veut dire que quand on analyse le produit en sortie en récolte, en sortie de stockage, il n'y a pas de résidu de pesticides. Et j'ai envie de dire heureusement, mais bon, pendant la culture. Donc, ça traduit quoi? Ça traduit qu'on a peur pour soi, mais qu'on se moque un peu de ce qui a été balancé dans l'environnement. Mais en tout cas, il n'y en a pas sur le produit. J'ai trouvé aussi des tomates cerises d'une grande marque espagnole sans pesticides après la floraison. Donc, on a arrosé jusqu'à la floraison et puis après, on a laissé. N'empêche qu'on a arrosé jusqu'à la floraison. Alors, il y a la nouvelle agriculture aussi qui s'achète une conscience, c'est une nouvelle marque qui vient de sortir. Tout ce qui est sans OGM, oui, très bien. La bio non plus n'autorise pas les OGM, mais on finit par se valoriser des agricultures qui n'utilisent pas d'OGM, mais des pesticides de synthèse, des engrais de synthèse, etc. etc. Et ça, c'est assez handicapant pour la bio. Parce que ce qu'on observe chez le citoyen consommateur, c'est que ces cahiers des charges semblent, pour lui, répondre à des exigences environnementales. Et évidemment que personne ne va aller creuser le compte des charges. Donc, ça lui paraît convenir à ses préoccupations environnementales. Et en plus de ça, ça convient à ses préoccupations économiques, puisque ce sont des produits à bas coût. Ce sont des produits à bas coût, évidemment, puisqu'ils sont produits dans les conditions qu'on sait et que finalement, les coûts cachés, les coûts induits vont être payés par la sécurité sociale, par les dépollutions de l'eau, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai problème de transparence. Et alors, depuis 1 an ou 2, il y a une espèce de rouleau compresseur aussi qui envahit les mentalités et en particulier chez les élus des collectivités qui, eux aussi, pensent bien faire. C'est la certification environnementale des exploitations qui est dénommée HVE, Haute Valeur Environnementale. Donc, tout est dans le nom. Alors, j'ai épluché je ne suis pas la seule, mais dans le réseau, on a épluché cette certification environnementale qui est validée par le ministère de l'Agriculture, qui est de plus en plus soutenue par le Conseil régional souhaite également engager un maximum d'exploitation dans cette certification environnementale. Elle aborde la biodiversité, l'utilisation des pesticides, l'utilisation des engrais et l'eau d'irrigation. Il y a 4 volets. Et en fait, c'est un système de scoring. Vous cochez des cases, l'auditeur va sur l'exploitation, il coche des cases, il regarde combien de fois vous avez traité, combien d'eau vous avez mis, si vous avez des haies, des machins, des trucs, et il vous met une note. Et si vous avez une bonne note, votre ferme est certifiée HVE. Et c'est la ferme qui est certifiée HVE, ce ne sont pas les produits, contrairement à l'agriculture biologique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, alors, ça, c'est un vrai sujet parce que, je donne un exemple tout bête. Vous avez une ferme en grande culture qui a 50 hectares de céréales et 4 hectares de pommiers. Les 4 hectares de pommiers, ils sont sans exagérer traités 30 fois dans l'année, notamment en insecticides, en fongicides, 30 fois dans l'année. Et vous avez 50 hectares de culture que vous gérez de manière pas trop intensive avec du pesticide, des engrais de synthèse, patati patata. Eh bien, l'auditeur, il va pouvoir constater que vous raisonnez à peu près vos traitements pesticides et vos engrais globalement, voilà. Bon, ça pousse un peu sur l'arboriculture, mais finalement, la surface est petite. Et donc, en moyenne, vous avez une note plutôt correcte. Donc, tous les produits qui vont sortir de votre ferme, que ce soit les pommes ultra traitées ou les céréales qui sont conduites bon an, mal an, vont sortir avec un étiquetage issu d'une exploitation haute valeur environnementale. Sauf que le issu de l'exploitation, il est écrit en tout petit. Et donc, le consommateur, il voit haute valeur environnementale. Et il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est un vrai problème.
Donc ça, c'est ce que j'ai appelé le biais communicationnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas transparent sur ce qui se passe vraiment sur la ferme, sur la manière dont sont produits les aliments. Et il y a aussi un biais méthodologique, parce que alors nous, on n'est pas concernés par le volet pesticides et par le volet engrais, puisqu'on n'a pas de produits de synthèse. En revanche, on est concerné par le volet biodiversité. Donc, je me suis penchée sur la manière dont le référentiel avait été construit. Et il y a un vrai biais qui fait que, finalement, ce n'est pas compliqué d'avoir une très bonne note en termes de biodiversité. Je vous passe les coefficients et tout ça. J'ai passé des fermes en diagnostic biodiversité, HVE et sur des diagnostics beaucoup plus complexes qui sont utilisés par des organismes au niveau national et international. C'est un référentiel qui va vraiment pas loin. Donc, si le conseil régional veut soutenir et développer la biodiversité sur les fermes bio, ce n'est pas sur le référentiel HVE qu'il faut se baser, c'est sur des référentiels beaucoup plus transversaux qui prennent vraiment en compte des méthodos scientifiques. Voilà. Ça, c'était important de le dire parce que c'est un référentiel dont le contenu n'est pas connu et dont on pense qu'il est bien fondé. Voilà. Donc, il faut quand même recadrer un petit peu les choses. Peut-être il y a des questions. Je n'ai pas vu. Il faut juste ajouter, Sophie, que en fait, les exploitations qui auront cette certification HVE pourront avoir droit à une aide de 2 500 € en une fois, mais pourront avoir droit à cette aide-là. Hein. C'est le crédit d'impôt. Oui, crédit d'impôt, c'est ça. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les agriculteurs bio se sont battus pour qu'il y ait un crédit d'impôt qui soit alloué aux producteurs bio. Alors, en gros, les agriculteurs bio qui touchent des aides à la conversion, ils vont pas toucher le crédit d'impôt, mais les petites structures, comme dit Claude, ne vont pas avoir ces aides à la conversion, vont toucher le crédit d'impôt. Et 2 500 €, maintenant 3 500 €, c'est énorme pour une ferme qui fait 1 hectare ou 1,5 hectare. Eh bien, depuis cette année, les fermes sous certification HVE vont avoir droit, elles aussi, à un crédit d'impôt. Ce qui veut dire que la société, en fait, les politiques publiques commencent à cautionner et à encourager cette certification qui, d'un point de vue environnemental, va trop peu loin. Voilà. Alors, effectivement, j'ai vu la question et ça rejoint cette diapo sur la loi Egalim. Il y a des produits HVE qui sont autorisés, donc qui sont même encouragés par la loi Egalim, cette loi qui est issue des États généraux de l'alimentation et qui date de fin 2018. L'objectif de la loi Egalim, alors, outre rétablir des équilibres sur les filières, ce qui ne marche pas trop bien visiblement, c'était aussi un outil pour améliorer la qualité de l'assiette des enfants, des élèves. En introduisant 50% de produits sous signe de qualité, dont 20% de bio. Et puis des menus végétariens plus réguliers. Donc, sur le papier, c'est très intéressant. Néanmoins, il y a des vrais sujets sur ce qu'on met comme produit dit signe de qualité. Et effectivement, alors les IGP y sont, les AOC y sont. Ça, ce sont des cahiers des charges qui sont rédigés par les comités en question et qui n'ont pas de valeur qualitative, ni pour l'environnement, ni pour l'assiette. C'est des qualités organoleptiques, c'est une garantie sur les races d'élevage, etc., mais pas sur les externalités environnementales et sur la santé du produit. Donc ça, c'est un problème. Donc, sur 20% bio, on est d'accord, mais après, dans les 50%, il y a aussi les produits issus de fermes HVE. Et voilà, là, c'est en ça que les collectivités peuvent avoir du pouvoir, c'est-à-dire que si on sait vraiment ce que c'est que HVE, on peut se dire, non, il n'y a aucune raison d'autoriser les produits issus de fermes HVE dans les assiettes de nos enfants, pour les que je vous ai évoqués tout à l'heure très rapidement. Et en plus de ça, cette loi Egalim, qui a de bons objectifs finalement sur le bio, elle impose quand même, elle nécessite d'accompagner pour structurer et pérenniser l'introduction de produits bio dans les assiettes. Et là, pour le coup, c'est un vrai enjeu pour les territoires parce qu'il y a des restaurations qui pourraient se dire 20% bio, écoute, j'appelle mon fournisseur, il va me mettre des bananes, il va me mettre du riz, il va me mettre des ananas et ça ira bien. C'est pas le but. C'est pas le but. Et ça, il faut le cadrer.
Nous, on est aussi là pour ça, mais ça veut dire aussi qu'il faut raisonner les marchés publics. Il y a beaucoup de cantines qui fonctionnent en marché public vu les volumes qu'elles ont. Et il faut être capable de se contorsionner pour re-rédiger les marchés, re-rédiger et rediriger les marchés publics vers des produits bio de proximité. Il faut former les équipes de cuisine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, les équipements de cuisine ne sont pas suffisants. Ça nécessite, ce que vous disiez Claudette tout à l'heure, de planifier les approvisionnements de manière à ce que les cuisiniers d'une part et les producteurs d'autre part sachent exactement sur quoi compter. Il faut sensibiliser les convives parce qu'on ne révolutionne pas un contenu d'assiette comme ça du jour au lendemain, ce n'est pas vrai. Et en même temps, il faut accompagner la conversion des fermes parce que le jour où il faudra vraiment passer à 20% de bio dans toutes les assiettes, on se rendra compte que les surfaces en bio ne sont pas suffisantes. Alors que si tout était en bio, effectivement, ça serait largement suffisant pour nourrir la planète. Il y a des scénarios qui le démontrent. Et puis enfin, il faut structurer les débouchés, ce qu'on disait tout à l'heure, en massifiant et en engageant de part et d'autre par contrat des volumes et des prix, et en assurant la logistique de manière construite. Donc, la loi Egalim, c'est bien, mais derrière, il faut énormément de moyens. Et c'est là aussi qu'on attend les collectivités, en particulier le Conseil régional, pour renforcer nos équipes d'accompagnement et pour sensibiliser les élus et les équipes de cuisine également à l'importance de cette loi. Comme ça, si on converge, si on travaille sur le même front, on arrivera plus facilement à atteindre ces objectifs, voire même à les dépasser. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Ah, j'ai dépassé les 21h06. Désolée. Mais non, mais enfin, je leur dirais, mais merci beaucoup pour votre énergie, merci beaucoup pour votre engagement, parce qu'on sent bien que c'est au-delà d'un simple travail. On sent bien qu'il y a vraiment une mobilisation sur ces sujets. Alors, votre conclusion était parfaite, hein, je vais évidemment pas m'appesantir. Il y a évidemment, vous avez évoqué les tendances, les alertes sur lesquelles nous devons ne pas tomber. Et puis, l'élément important, c'est quand même que la région a des leviers, vous l'avez évoqué. Donc, je ne reviens pas dessus. Merci à tous trois pour vos éléments. C'était évidemment extrêmement instructif et je pense qu'on sera tous un peu plus lucides par rapport au HVE, par rapport au zéro résidu de pesticides et autres. Merci beaucoup. Excusez-moi, je voudrais juste intervenir parce que sur les petites fermes. On n'a pas parlé de la transmission. La transmission des fermes bio. 50% des agriculteurs vont partir à la retraite. Et ça, c'est le problème qui va nous tomber dessus. Donc, il faudra aussi y réfléchir. La transmission des fermes bio, parce que ça serait vraiment dommage qu'elles aillent à l'agrandissement. En fait, le problème, il est là, à l'agrandissement conventionnel en plus. Merci Claudève. Donc, garder des petites fermes. On en reste là quand même. Et oui. Je vais vous remercier encore une fois et je vais passer la parole à Philippe et à Jasmine qui vont reprendre la main pour la toute fin de cette soirée. Merci à vous. Merci Guillaume. Merci Guillaume et merci effectivement à toute l'équipe du Gabor qui s'est prêtée qui vous a accompagné sur toute la soirée. Ça nous donne envie d'aller sur le terrain et j'ai bien entendu l'invitation d'Olivier. Notamment, mais ça peut être Claudève, voilà, si c'est possible. Je crois qu'effectivement, nous serons volontaires, évidemment, pour aller sur le terrain, sur ces fermes bio, pour continuer à évoquer ce sujet qu'on n'a pas épuisé ce soir. Merci beaucoup, Sophie. Voilà, donc écoutez, week-end prochain, si le sujet vous intéresse, je pense que oui, dimanche à 14h30, il y a une marche pour le climat. Et donc, on s'y retrouvera avec grand plaisir à 14h30, donc dimanche, place du Mar 3. Et pour celles et ceux qui sont matinaux, on pourrait aussi se retrouver à Mardier pour lutter contre ce magnifique projet de pont du département. Voilà, écoute, Jasmine, un petit mot? Non, je vous remercie aussi à tous les trois pour cette présentation. Qui est très éclairante, effectivement, même pour nous personnellement, dans notre consommation biologique. Bonne soirée à tout le monde. Donc. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.